Nous sommes ignorés. Nous ne sommes pas entendus. Personne ne nous écoute. Autrefois si grande et si puissante. Aujourd'hui, en récession. Parce qu'ils en ont marre. Trop, c'est trop. Après ma visite à Londres chez Grace Blakeley, le chemin de la mutinerie me mène à Berlin, en Allemagne. Autrefois si grande et si puissante, elle est aujourd'hui en récession. Je suis déjà venu plusieurs fois à Berlin. J'y ai présenté mon précédent livre en allemand. Et je me suis rendu à l'endroit où se trouve la plaque commémorative de Rosa Luxemburg, l'activiste révolutionnaire assassinée en 1919. Aujourd'hui, je me rends au Bundestag à Berlin, le Parlement allemand. Et là, je rencontre Sevim Dagdelen. Sevim est une femme vraiment impressionnante. Autrefois, elle travaillait à l'aéroport et nettoyait les avions. À l'époque, elle était également active au sein du syndicat. Puis, en 2005, elle est élue au Parlement allemand. De syndicaliste à députée, un changement impressionnant. Dans son bureau en plein cœur de Berlin, Sevim m'a préparé du café et du thé. Elle m'accueille à bras ouverts et me parle de la situation en Allemagne. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 9% le mois dernier, en août 2023. Les prix de l'énergie de 8,3%. En août ? Oui, en août. Et les prix de l'énergie continuent d'augmenter. Ils vont encore augmenter. En août, les produits alimentaires ont augmenté de 9%. Donc, les produits de base, comme le pain, le riz ou la farine, sont maintenant 9% plus chers. Pour de nombreuses personnes, ces produits sont presque inabordables. Aujourd'hui, plus de 2 millions de personnes ont besoin d'aide. L'année dernière, 2 millions de personnes ont eu recours aux banques alimentaires. Nous constatons un fort appauvrissement d'une grande partie de la population. Ils ne peuvent plus se permettre grand-chose en raison des hausses de prix. Dans l'une des économies les plus riches de notre planète, l'Allemagne, 11,4% de la population n'a pas les moyens de s'offrir un repas équilibré au moins une fois par jour. Ce chiffre est inimaginable, car il concerne plus de 10 millions de personnes. Cela ressemble à ce que Grace m'a raconté dans l'épisode précédent, des pays aux économies riches dont la population peine à joindre les deux bouts. Je pense qu'une grande partie du monde considère le Royaume-Uni comme une économie riche, mais nous constatons des niveaux de pauvreté, de misère, d'endettement, de sans-abrisme que nous n'avons pas vus depuis des décennies. Et cela est dû en grande partie à la crise du coût de la vie. Et il faut ajouter que 2022 est dans l'histoire de la République fédérale l'année avec la plus grande baisse du salaire réel des travailleurs. Une diminution de 4%. 4% de salaire en moins. Environ 4% de moins. Tandis que les entreprises cotées au DAX ont réalisé des profits exorbitants. Les bénéfices d'exploitation de ces 40 entreprises cotées au DAX se sont élevés à 171 milliards d'euros. 40 entreprises. 40 entreprises cotées au DAX. 171 milliards d'euros d'un côté et de l'autre, une baisse de salaire de 4% pour les travailleurs. Le DAX 40, ce sont les 40 plus grandes entreprises allemandes cotées en bourse. On y trouve par exemple Adidas, Rheinmetall et BMW. Et ces entreprises se portent bien. Mais comme l'explique Sevim, tandis que la richesse s'accumule en haut de la société, la pauvreté grandit en bas. L'Allemagne détient le plus grand secteur de bas salaire de toute l'Europe, un secteur que le chancelier Schröder se vantait d'avoir créé. Autrement dit, la faute n'incombe pas aux salaires. Ce ne sont pas les salaires, mais plutôt les profits. En plus de la hausse des prix de l'énergie qui alimente l'inflation. Oui, ils sont supérieurs à la moyenne. C'est cela et la hausse des prix de l'énergie qui font grimper l'inflation, pas les salaires. Le salaire minimum légal est de 12 €.
Des millions de travailleurs allemands vivent donc dans la pauvreté. 12 € de l'heure, ce n'est pas assez. C'est ce que dit aussi le gouvernement. Si nous lui demandons combien doit-on gagner par heure pour être au-dessus du seuil de pauvreté, le gouvernement répond 13,50 € ou quelque chose comme ça. Le salaire minimum revient à une misère. C'est tout simplement absurde. Nous constatons que le chancelier Scholz ne défend pas les politiques sociales. Il échoue car il met en œuvre des politiques qui appauvrissent les gens. Regardez son augmentation du salaire minimum d'environ 40 centimes d'euros. Cette somme ne permet même pas d'acheter un sandwich en Allemagne. Les travailleurs sont en difficulté. Grace Blakeley nous expliquait que cela était dû au redémarrage difficile après la pandémie, à la soif de profit des grandes entreprises et au changement climatique. Et aujourd'hui, Sevim aborde un quatrième facteur qui a particulièrement affecté l'Allemagne, la guerre en Ukraine et les sanctions imposées à la Russie. Pour comprendre cela, partons de BASF, le géant de la chimie en Allemagne. Pour mon livre, j'ai discuté avec Liam, employé chez BASF Ludwigshafen comme opérateur de production. Le gaz est la base pour BASF, m'a expliqué Liam, parce que le gaz fournit à la fois l'énergie nécessaire à la production et sert de produit de base pour fabriquer par exemple de l'ammoniac. Depuis la Seconde Guerre mondiale, BASF a toujours travaillé avec du gaz russe bon marché. Puis, après l'invasion illégale de la Russie en Ukraine en février 2022, des sanctions ont été imposées contre la Russie. L'importation de gaz russe bon marché a été bloquée. Du coup, BASF a dû acheter son gaz ailleurs, beaucoup plus cher. Les particuliers ont vu leurs factures grimper en flèche et BASF, ses bénéfices diminuaient. C'est la réalité. De nombreux instituts économiques, dont l'Institut économique allemand, affirment qu'il y a une menace de désindustrialisation en Allemagne. BASF en est un exemple. De nombreux secteurs et entreprises gourmands en énergie ne peuvent plus supporter les prix pratiqués en Allemagne. Le gouvernement mène une politique autodestructrice. Cela nuit à l'économie allemande et bien sûr à la prospérité de millions de personnes. En fin de compte, un grand nombre de personnes ont été licenciées chez BASF. Liam ne sait toujours pas ce qui va lui arriver. Ainsi, les sanctions destinées à frapper la Russie portent donc principalement préjudice à la population locale. L'Allemagne se retrouve en récession, des emplois disparaissent et les factures d'énergie restent exorbitantes. Hausse des prix des denrées alimentaires et d'énergie, 2 millions de personnes qui doivent faire appel à des banques alimentaires, la guerre en Ukraine et les conséquences de la réponse de l'Occident, les sanctions économiques, tout cela engendre en Allemagne une guerre sociale contre la population. Les riches s'enrichissent. Une guerre sociale contre le peuple. C'est ainsi que Sevim nomme les conséquences des choix faits par l'Allemagne lorsque la guerre a éclaté. Des choix. Des hommes en costume ont fait des choix concernant la fourniture d'armes et les sanctions économiques. Mais ce ne sont pas les mêmes personnes qui font aujourd'hui la queue devant les banques alimentaires. Et ils pensent que les Allemands vont simplement accepter ce choix ? Ce gouvernement ne représente que des intérêts spécifiques. Et ce ne sont pas les intérêts du peuple allemand ou du peuple européen. Nous assistons actuellement à des économies budgétaires et à une austérité au niveau social, tout en contractant d'énormes dettes pour l'armement et l'armée. C'est là qu'ils injectent de l'argent. Les 100 milliards promis par le chancelier Scholz dans son discours de Zeitenwende. Ces 100 milliards n'existent pas. Cet argent, on ne l'a pas. Il s'agit de dettes contractées pour l'armée et l'armement. Et en même temps, nous constatons des coupes budgétaires partout dans le domaine social. Cela signifie que le gouvernement s'endette énormément pour l'armée et l'armement, aux frais du contribuable.
Le fait que cet argent ait été trouvé si rapidement montre une volonté de s'endetter pour le secteur militaire, mais pas pour la politique sociale. Il ne s'agit pas seulement d'une guerre par procuration, mais aussi d'une guerre sociale contre la population. Actuellement, le Parlement allemand discute du budget. Dans ce budget, la coalition Feu tricolore a fait quelque chose d'unique au monde, quelque chose d'incroyable, entre guillemets. Elle a augmenté le budget de l'armement et de l'armée à 85,5 milliards d'euros pour répondre aux critères de l'OTAN. Cela représente une augmentation de 32 milliards. C'est une augmentation de près de 25%. Ils ont augmenté les dépenses d'armement et militaire de 25%. Sur une base annuelle? Évidemment, pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Depuis que la coalition Feu tricolore est au pouvoir, depuis 2021, le SPD, les Verts et les libéraux dans ce gouvernement ont augmenté le budget pour les armes et l'armée de 37%. Depuis qu'ils sont au pouvoir, nous avons maintenant un budget qui alloue 85,5 milliards d'euros à l'armée et l'armement, alors que nous vivons dans un pays où 25% des enfants de 10 ans, c'est-à-dire un quart des enfants allemands de cette catégorie, ne savent ni lire, ni écrire, ni calculer correctement. Tant d'argent pour l'armement. C'est invraisemblable. C'est principalement l'OTAN qui fait pression en ce sens, explique Sevim. L'OTAN est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, la plus grande alliance militaire au monde. Elle est dirigée par les États-Unis. L'OTAN a été créée pendant la guerre froide, lorsque les États-Unis et l'Union soviétique s'affrontaient. L'Union soviétique a disparu en 1991, mais l'OTAN est restée en place, soi-disant en tant qu'organisation défensive. Mais les guerres menées par l'OTAN en Afghanistan, en Irak et en Libye ont montré le contraire. L'OTAN exige désormais que ses États membres consacrent chaque année au moins 2% de leur produit intérieur brut à la défense. 2% de toute leur richesse annuelle. Cet argent ne va donc ni à l'éducation, ni aux soins de santé, ni au logement. Les États membres de l'Union européenne sont donc pris entre le marteau et l'enclume. Ils doivent consacrer de plus en plus d'argent aux dépenses militaires et en même temps réduire les dépenses sociales. Le BAföG a été créé pour les élèves issus de familles à faible revenu. Les élèves reçoivent une bourse BAföG pour acheter des livres ou d'autres choses dont ils ont besoin. Cette bourse, destinée aux élèves, a été réduite de 27 à 28%. Donc, 85 milliards d'euros pour les dépenses militaires, une augmentation d'environ 25% a été allouée, alors que le BAföG pour les enfants est réduit. Le Muttergenesungswerk, qui vient en aide aux jeunes mères, est réduit de 93%. Les centres de vacances pour les jeunes sont réduits de 93%. Pareil pour les centres de vacances destinés aux familles à faible revenu. La classe travailleuse est touchée. Avec ces restrictions, vous financez le budget de la défense. Et la raison est, bien sûr, la guerre en Ukraine. On ne peut dépenser un euro qu'une seule fois. Vous le dépensez pour la bourse BAföG des étudiants, pour les centres de formation des jeunes, pour les soins postpartum, pour le BAföG ou pour les familles, ou alors pour les armes et l'armée, pour les munitions, les chars, les avions de chasse, etc. Et c'est absurde. Bon nombre de ces économies impactent le contribuable allemand. C'est une guerre sociale extrêmement cruelle. La guerre coûte de l'argent. Et cela met une grande pression sur les dépenses sociales. Éducation, soins de santé, sécurité sociale. Ce n'est pas seulement vrai en Allemagne, mais aussi ailleurs en Europe. En 2024, l'Union européenne veut économiser 45 milliards d'euros. C'est une somme énorme. Avec cette somme, on pourrait payer 1 million d'infirmières ou 1,5 million d'enseignants.
Cela signifie que les politiques d'austérité sévères sont de retour en Europe, avec toutes leurs conséquences. De manière globale, de plus en plus de personnes adhèrent aux syndicats. C'est vraiment mondial, ça se développe partout. Ici à Berlin, je rencontre des responsables syndicaux d'Amazon pour faire le point. Nous buvons un verre au pavillon Weltwirtschaft au bord de la Spree. Je les ai rencontrés à Manifesta, notre festival annuel de solidarité à Ostende. À ma grande surprise, ils m'ont dit que leur voyage à Manifesta s'était déroulé sans accroc. En Belgique, le voyage en train s'est déroulé sans problème, m'ont-ils dit. Chez nous, en Allemagne, la situation des chemins de fer est bien plus problématique. Je ne m'attendais pas du tout à cela, car dans mon esprit, l'Allemagne était le pays de l'efficacité, le pays où tout part à l'heure et arrive à l'heure. Eh bien non, les coupes budgétaires en cours ont jeté ce cliché à la poubelle. Prenez le train une fois en Allemagne et vous verrez. Vous aurez de la chance si vous arrivez à destination, sans parler du quand et du comment on y arrive. Par exemple, quand il fait chaud, la climatisation ne fonctionne pas. Et en hiver, le chauffage ne marche pas. C'est très fréquent avec la Deutsche Bahn. Regardez les retards, les ponts défectueux, les routes en mauvais état. Et dans les salles de classe, le plâtre se détache des murs. Quand j'entre dans une école allemande, je n'y vois que de la tristesse, de la pure tristesse. On n'a pas envie d'aller aux toilettes dans une école primaire ou secondaire, parce que tout s'effondre. Et cela est dû à des politiques qui se concentrent uniquement sur une croissance explosive des dépenses militaires et négligent d'investir dans notre infrastructure. Tout le monde le sait pour les chemins de fer et l'éducation. Mais il y a un autre grand problème, les hôpitaux. Le système de santé allemand est au bord de l'effondrement. C'est la même chose dans toutes les guerres. Les riches fournissent les armes, les pauvres fournissent les victimes. Sur le champ de bataille, ce sont des pauvres gens, des ouvriers, des fils de fermiers, des enfants et des mercenaires qui souffrent. Du côté ukrainien, ce sont les ouvriers du bâtiment, les marchands et les employés de petites entreprises locales d'ameublement qui se battent. Les tranchées sont surpeuplées de jeunes issus de régions pauvres. Du côté russe, c'est la même chose. Les jeunes soldats viennent des régions les plus pauvres de la Fédération de Russie. On n'y voit pas les fils de l'élite russe. Ce sont des gens ordinaires qui mènent la guerre sur le champ de bataille. Et ce sont les gens ordinaires qui en subissent les conséquences à la maison. La guerre est payée par l'austérité sociale. C'est pourquoi il est crucial que les mouvements pacifistes et les syndicats opposés à la guerre ne se laissent pas intimider et exercent davantage de pression contre la guerre sociale, dirigée contre le peuple. Ne vous laissez pas intimider, dit Sevim. C'est crucial car l'adversaire ne recule devant rien. Pendant des années, l'élite a fait des courbettes au président russe Poutine. Lorsque Poutine a mené sa sale guerre contre la Tchétchénie, des personnalités telles que le Premier ministre belge Guy Verhofstadt ou le Premier ministre britannique Tony Blair faisaient des allers-retours au Kremlin. Ils ont signé des contrats d'armement avec Poutine, jusqu'à en avoir mal au bras. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes deviennent soudainement des opposants majeurs à Poutine et nous accusent, nous qui avons toujours été contre la guerre, d'être amis avec Poutine. On dirait que dans ce Parlement, Poutine a des alliés. Ce n'est rien d'autre que de l'intimidation de la part de forces qui veulent poursuivre la guerre à tout prix. On le voit déjà dans les médias sociaux. Toute personne opposée aux livraisons d'armes, à l'aide militaire et à l'escalade est dépeinte comme un agent russe. Le fait est que le débat qui a lieu aux États-Unis a traversé nos frontières. Les gens sont maintenant diabolisés ou discrédités, la cancel culture, ils intimident les gens. Ils tentent également d'intimider le mouvement pacifiste afin qu'il ne s'exprime pas, ne bouge pas, ne proteste pas. Ils tentent de créer une division dans le mouvement pacifiste en montant les gens les uns contre les autres. Eux, ils sont trop pro-russes. Eux, ils sont d'extrême droite. Ils tentent activement de diviser le mouvement pacifiste.
Dans ce discours, il n'y a pas de place pour le contexte. Or, le contexte est nécessaire pour parvenir à la paix. Tout le monde l'a oublié, mais au début des années 2000, l'Occident était encore fasciné par Poutine. Poutine souhaitait un accord commercial avec l'Union européenne et envisageait même d'adhérer à l'OTAN. Mais l'Occident a rejeté ces demandes et a traité la Russie comme une puissance régionale vaincue, uniquement bonne à fournir des matières premières à l'Occident. Après la chute du mur de Berlin, l'OTAN avait promis à la Russie de ne pas s'étendre davantage vers l'Est. Mais elle l'a quand même fait, en 1999 et en 2004. Et lorsque l'OTAN a annoncé en 2008 que l'Ukraine et la Géorgie deviendraient membres, la Russie a considéré cela comme une provocation inacceptable. Tout le monde sait que c'est une ligne rouge pour Moscou. Tant la chancelière allemande Angela Merkel que le président français Nicolas Sarkozy avaient explicitement déconseillé à Washington de poursuivre l'expansion de l'OTAN. Mais les États-Unis ont imposé leur volonté. À ce moment-là, l'attitude de Poutine a complètement changé. Il ne faut pas oublier que l'un des grands objectifs géopolitiques de l'OTAN était son expansion vers l'Est. En Allemagne, l'OTAN est d'intérêt national et donc on soutient cette expansion. Il y a pourtant des voix critiques qui se basent sur la politique de détente de Willy Brandt, l'ancien chancelier du SPD, et plaident en faveur de bonnes relations avec la Russie. Elle s'oppose à l'expansion vers l'Est, estimant qu'elle provoquerait la Russie. Lors de la réunification, nous avons promis à la Russie de ne pas nous étendre vers l'Est. Nous devons tenir notre parole. Mais ces voix sont trop discrètes. Les autres ont désormais le dessus dans le débat. Mais les débats sont là, partout. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine, presque tous les pays ont condamné cette invasion illégale, à juste titre. Et surtout, les pays du Sud comprennent l'importance de la souveraineté. Mais les sanctions, c'est une autre histoire. Seuls 52 pays ont soutenu les sanctions économiques contre la Russie, alors que 127 pays ne les ont pas soutenues. 127. C'est un nombre remarquablement élevé. Tous ces pays n'ont aucune envie d'être entraînés dans une logique de guerre qui n'est pas la leur. Ils voient que Washington applique un double standard. Il impose bien 10 paquets de sanctions contre la Russie, mais il n'impose aucune sanction contre Israël, malgré 104 résolutions des Nations Unies condamnant le régime d'apartheid et la colonisation. Lorsque je vais en Amérique latine, en Afrique ou en Asie, je constate que ces pays en ont assez de l'Occident. Ils en ont assez. Pourquoi ? Ils en ont assez de l'Occident à cause de l'énorme double standard. Je vous donne un exemple. Il y a 20 ans, les États-Unis et d'autres pays ont attaqué l'Irak. Ils ont bombardé le pays. Plus d'1 million de personnes ont été tuées. Le pays souffre encore de cette guerre illégale. Notre gouvernement, et en particulier le ministère des Affaires étrangères dirigé par Annalena Baerbock, des Verts, affirme qu'il ne peut pas le condamner en vertu du droit international. Ils ne veulent pas le condamner. Le double standard et l'hypocrisie sont énormes. Ils n'évoquent le droit international que lorsqu'il n'affecte pas les alliés ou l'OTAN. Lorsque des membres de l'OTAN bafouent le droit international, torturent des prisonniers ou détiennent des prisonniers à Guantanamo, ils gardent le silence. De plus en plus de pays en ont assez de l'hypocrisie et des doubles standards. C'est pourquoi ils ne se sont pas joints aux sanctions contre la Russie. Cela a été un choc énorme pour Washington. Fiona Hill, par exemple, ancienne membre du Conseil national de sécurité des États-Unis, s'en est indignée. Et elle a qualifié cela de mutinerie. Selon elle, ce vote était une mutinerie et une rébellion. C'est d'ailleurs de là que j'ai tiré le titre de mon livre et de ma docu-série, La mutinerie croissante contre les ordres de Washington.
Ces pays ne veulent plus avoir de lien avec l'Occident en raison des doubles standards. Et maintenant, ils ont l'alliance des BRICS. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont créé une alliance de pays coopérants axée sur la coopération économique et le dialogue politique, plutôt que sur la confrontation. Pour ces pays, les BRICS représentent une alternative à l'Occident. Selon moi, nous assistons à un tournant dans la politique internationale et les relations internationales. Je crois en une société juste. C'est pour cela que je me bats. Pas seulement en Allemagne, mais aussi à l'échelle internationale. Je crois en des relations commerciales justes et équitables. La formation de l'alliance BRICS me donne de l'espoir. Cela me donne de l'espoir. Je pense que les États-Unis, qui utilisent le dollar comme une arme, ne maintiendront plus longtemps leur domination mondiale. S'il existe une possibilité que le dollar ne puisse plus être utilisé comme une arme, parce qu'il existe des monnaies de réserve alternatives permettant le commerce dans d'autres devises, cela me donne de l'espoir. De plus en plus de signes montrent que ces pratiques injustes et agressives peuvent être remplacées par des relations fondées sur la paix, le dialogue et la coopération. Je trouve cela encourageant. Et nous n'avons pas d'alternative, en fait. Ma conversation avec Sevim touche à sa fin. Nous avons abordé la hausse des prix des denrées alimentaires et comment elle est liée aux sanctions prises à l'encontre de la Russie. Des sanctions qui d'ailleurs n'ont pas atteint leur objectif. Alors que l'économie de la Russie se porte plutôt bien, l'Allemagne est entrée en récession. Les travailleurs s'appauvrissent, il y a des menaces de désindustrialisation et de perte d'emplois. Nous avons également parlé de tout l'argent qui va à l'achat d'armes, au lieu d'aller aux hôpitaux et à l'enseignement. Une guerre sociale contre le peuple, comme l'a si bien dit Sevim. Sevim est un personnage impressionnant. Elle est née en Allemagne et son père a été amené de Turquie à l'époque pour travailler dans l'industrie sidérurgique allemande. Elle a ensuite travaillé à l'aéroport. Elle a toujours conservé cette position de classe, aussi au Parlement, tout comme son regard international sur le monde, bien au-delà des frontières de l'Allemagne et de l'Europe. Et ça m'inspire énormément chez Sevim. C'est simple. Le monde est plus vaste que l'Europe. Si vous n'élargissez pas votre point de vue, vous finissez par être en décalage. C'est ce qui arrive à l'Europe aujourd'hui. La loyauté envers les États-Unis conduira l'Europe à sa perte. Si vous n'êtes pas attentif aux développements internationaux, vous avez un problème. D'abord, la politique commence par un regard sur la réalité. À quoi ressemble le monde aujourd'hui? Si tu ne le sais pas, tu ne peux pas faire de politique. La politique implique de connaître les évolutions internationales. Ensuite, pour moi, en tant que personne de gauche, il est très important d'être solidaire à l'échelle internationale avec ceux qui sont exploités ou opprimés, ou avec la classe travailleuse qui se trouve dans d'autres pays. Pour moi, c'est à cela qu'on mesure une politique de gauche. Je suis issue de la classe travailleuse et je m'oppose à l'oppression de la classe travailleuse dans d'autres pays à cause de nous. Les travailleurs de Deleuze dans notre pays, les employés d'Amazon en Allemagne, les infirmières en Angleterre, les travailleurs de l'automobile aux États-Unis et les métallurgistes en Afrique du Sud, tous sont liés les uns aux autres. Nous vivons dans un monde global, avec des chaînes de production globales et une classe travailleuse globale. Sevim en est consciente, c'est ancré en elle et elle a raison. Enfant, j'ai appris que seuls ceux qui ont le courage de rêver ont la force de se battre. J'ai le courage de rêver d'une société meilleure et plus juste. Non pas comme une utopie, mais comme quelque chose qui peut être réalisé. C'est pour cela que je me bats. Ce sont de belles paroles pour conclure. Merci. De rien. Merci à vous. Le courage de rêver, dit Sevim. Quel mot. Le soir, je me promène dans Berlin et je repense à ces mots.
Il faut avoir le courage de ne pas se résigner à la situation actuelle. Il faut avoir la force de défendre ses convictions. La force de conviction, ça, c'est Sevim. Et c'est le cas de tant d'autres personnes. Notre monde est façonné par le travail et l'engagement. À Londres et à Berlin, j'ai pu parler à Grèce et à Sevim de la mutinerie dans le Nord. J'ai entendu dire que la situation n'était pas différente dans le Sud. Et ça, je veux le voir de mes propres yeux. Le chemin de la mutinerie me conduit à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le prochain épisode.